Bonjour, dans cette séance, on va faire le premier principe de la thermodynamique. Je commence par l'énergie interne. On considère un système thermodynamique macroscopiquement au repos. L'énergie interne de ce système est égale à la somme de l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Pour l'énergie cinétique microscopique, c'est l'énergie cinétique des particules comme les atomes, les molécules et les ions. Et l'énergie potentielle microscopique, c'est l'énergie totale d'interaction entre les particules du système. C'est l'énergie potentielle qui provient des interactions électrostatiques entre les particules, comme les ions par exemple. Donc on peut écrire que l'énergie interne est égale à EC microscopique plus EP microscopique. Pour l'énergie totale du système, E est égale à la somme de l'énergie interne plus l'énergie cinétique macroscopique plus l'énergie potentielle macroscopique. Pour un système thermodynamique au mouvement à la vitesse v, l'énergie cinétique macroscopique est égale à 1 demi mv carré, comme vous avez vu en mécanique. Et pour l'énergie potentielle macroscopique, c'est l'énergie potentielle associée aux forces extérieures, comme le poids du système par exemple. Comme remarque, la première remarque, l'énergie interne d'un système est une fonction des variables d'état comme la pression, la température et le volume. Et la deuxième remarque, c'est l'énergie interne est une grandeur extensive. Ça veut dire qu'elle dépend de la taille du système, donc c'est une grandeur additive. 2. Premier principe de la thermodynamique. Soit un système S fermé, au cours d'une transformation, la variation de l'énergie totale du système E est égale à l'énergie reçue par le système. Cette énergie reçue, elle est positive si le système reçoit effectivement de l'énergie. Elle est négative si le système cède effectivement de l'énergie au milieu extérieur. Donc on peut dire que le premier principe, c'est un principe de conservation de l'énergie. La variation de l'énergie totale du système entre l'état initial et l'état final s'écrit sous la forme delta E est égal à E final moins E initial, qui est égal à l'énergie reçue par le système. Cette énergie reçue, elle est positive si elle est effectivement reçue par le système, et elle est négative si elle est cédée par le système au milieu extérieur. Puisqu'on a E, l'énergie totale E est égale à U plus EC plus EP, donc delta E est égal à delta U plus EC plus EP. Pour un système au repos, où l'énergie cinétique est constante et l'énergie potentielle est constante, donc la variation de l'énergie cinétique et la variation de l'énergie potentielle sont nulles. Donc, on obtient que la variation de l'énergie totale du système est égale à la variation de l'énergie interne est égale à l'énergie reçue par le système. L'énergie reçue par le système peut être reçue soit sous forme de travail, noté W, soit sous forme de transfert thermique, ça veut dire sous forme de chaleur, noté Q. Donc finalement, la variation de l'énergie totale d'un système au repos est égale à la variation de l'énergie interne, est égale à le travail plus le transfert thermique. Cette dernière expression représente le premier principe de la thermodynamique.
Comme remarque, la première remarque, pour un système isolé, ça veut dire qu'il ne change pas ni de travail, ni de chaleur avec les milieux extérieurs. On a le travail est nul et le transfert thermique il est nul. Dans ce cas, la variation de l'énergie totale est égale à 0. Ça veut dire que l'énergie totale du système elle est constante. Ceci est identique à ce que vous avez vu en mécanique lorsqu'on a un système isolé. La variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Ça veut dire que l'énergie mécanique elle est constante. Pour la deuxième remarque, on considère un système qui échange de travail et de chaleur avec le milieu extérieur. Ce travail est compté positivement si il est effectivement reçu par le système. Et il est compté négativement si il est cédé par le système au milieu extérieur. La même chose pour le transfert thermique. On a Q est positif s'il est effectivement reçu par le système. Il est négatif s'il est effectivement cédé par le système. Pour la troisième remarque, on considère une transformation entre l'état initial et l'état final. La variation de l'énergie interne est égale à l'énergie interne de l'état final moins l'énergie interne de l'état initial, qui est égale au travail plus la chaleur échangée entre ces deux états. La variation de l'énergie interne ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Il ne dépend pas de chemin suivi entre les deux états. Donc on dit que l'énergie interne est une fonction d'état. La quatrième remarque. Par définition, une transformation est adiabatique s'il n'y a pas d'échange thermique entre le système et le milieu extérieur. Donc, on peut considérer une transformation rapide comme adiabatique car les échanges thermiques n'ont pas le temps de se faire. La cinquième remarque. Pour une transformation élémentaire entre deux états d'équilibre voisins, le premier principe s'écrit sous la forme DI est égal à le travail élémentaire plus le transfert thermique élémentaire, avec D représente la variation de l'énergie interne entre les deux états voisins et delta représente des petites quantités et ne représente pas une variation. Dans le cas de travail et de transfert thermique, on ne parle pas de variation, donc il faut éviter d'écrire dW et dQ. Deuxième partie, expression de travail. On va s'intéresser premièrement au travail d'un système soumis seulement aux forces de pression extérieure. On considère un système S contenu dans une enceinte déformable et on considère les deux états voisins de l'enceinte. Les états M1 sont les états initiaux et les états M2 sont les états finaux. On considère l'expression, la pression extérieure c'est PE. Si on applique, quand vous regardez à droite, si on applique une force DF sur M1, cette M1 se déplace en M2 et avec un déplacement élémentaire DL est égal à M1, M2. Le travail du DF pendant le déplacement est égal à DF fois DL. On met le travail élémentaire au carré car on a deux déplacements élémentaires, DF et DL.
Df, c'est une force de pression, donc il s'écrit sous la forme PE fois ds. Donc le travail élémentaire est égal, c'est le travail de la force df est égal, c'est PE fois ds fois dl. On a ds fois dl est égal au volume balayé par ds pendant son déplacement. Pour trouver le travail élémentaire sur toute la surface, on intègre sur toute la surface. Donc le travail élémentaire du df est égal à PE, l'intégrale de m appartient à l'enceinte fois dsm fois dlm. Cette dernière intégrale est égale à l'opposé de la variation de volume de l'enceinte dv. Donc le travail élémentaire de la force df est égal à moins PE fois dv. C'est l'expression du travail d'une force de pression dans le cas général. Donc le travail total est égal à l'intégrale entre l'état initial et l'état final de moins PE dv, qui est égal à l'intégrale de moins de VI jusqu'à VF PE dv, avec V c'est le volume du système à l'état initial et VF c'est le volume du système à l'état final. Remarque, la première remarque, pour une transformation quasi-statique, comme on a déjà vu, la pression extérieure est égale, c'est la pression du système, est égale à P. Donc, dans le cas d'une transformation quasi-statique, on peut écrire que le travail élémentaire des forces de pression est égal, c'est moins PE fois dV est égal à moins P fois dV. La deuxième remarque, la pression extérieure PE intervient toutes les forces extérieures. On va voir ça dans les exemples, les trois exemples suivants. Pour le premier exemple, on a une enceinte qui contient un gaz et un piston, et à l'extérieur c'est l'air. Dans ce cas, ce premier cas, le piston est soumis seulement à la force de l'air. Donc dans ce cas, c'est la force extérieure est égale à P0 fois S. Avec P0, c'est la pression atmosphérique. Dans ce cas, la pression extérieure est égale à P0. Lorsqu'un opérateur applique une autre force, une force sur le piston, dans ce cas, la force extérieure est égale à P0 fois S plus F, la force appliquée par l'opérateur. Dans ce cas, la pression extérieure est égale à P0 plus F opérateur sur S. Dans le troisième cas, la force extérieure est égale à P0 fois S. C'est la force appliquée par l'air qui se trouve à l'extérieur plus le poids du piston. Dans ce cas, la pression extérieure est égale à P0 plus mg sur S. Avec m, c'est la masse du piston, et g, c'est le champ de pesanteur. Deuxièmement, représentation graphique du travail. On considère une transformation quasi-statique allant de l'état A vers l'état B. Comme on a vu précédemment une transformation quasi-statique, les états intermédiaires sont bien déterminés. Le travail reçu par le système entre l'état A et l'état B est égal à l'intégrale moins P dV.
Donc si on représente la pression en fonction du volume dans un diagramme qui s'appelle le diagramme de Watt, puisqu'il y a la présence de signe moins, le travail représente le posé de l'air sur la courbe AB, comme vous voyez dans la graphe à droite. Donc, si VA est supérieur à VB, donc on a dans ce cas le travail est positif, donc il est effectivement reçu par le système. Si VB est supérieur à VA, dans ce cas le travail est négatif, donc le travail est cédé par le système au milieu extérieur, donc il est négatif. Pour une transformation cyclique, on considère par exemple dans le diagramme de Watt que vous voyez, une transformation entre les deux états A et B. Le travail reçu par le système entre les deux états A et B est égal à le travail reçu pendant la transformation de A à B, c'est le chemin 1, plus le travail reçu pendant la transformation de B à A, c'est le chemin 2. Pendant le chemin 1, on a VB est supérieur à VA. Donc, le travail reçu pendant ce chemin est négatif. Ce travail W1 est égal, c'est l'opposé de l'air au-dessus du chemin 1. Donc, c'est un travail qui est négatif. Pendant le chemin 2, on a VA est supérieur à VB. Dans ce cas, W2, le travail reçu par le système pendant cette transformation, c'est W2 et il est positif. Est égal, c'est l'opposé de l'air au-dessus du chemin 2. Donc, le travail total reçu par le système pendant cette transformation cyclique, c'est W est égal à W1 plus W2, il est négatif. Puisque le travail il est négatif, donc le système fournit du travail à l'extérieur. On dit qu'il s'agit d'un cycle moteur. Dans l'exemple 2, on a le travail reçu par le système est égal, c'est la même chose comme précédemment, est égal, c'est le travail reçu pendant la transformation de A jusqu'à B, plus le travail reçu pendant la transformation de B à A, c'est le chemin 1. Dans cet exemple, on a W1 est positif et W2 est négatif. Donc, le travail reçu pendant le cycle par le système, c'est W est égal à W1 plus W2, il est positif. Puisque le travail reçu est positif, donc le système reçoit du travail de l'extérieur. Donc il s'agit d'un cycle récepteur. Donc en conclusion, si un cycle tourne dans le sens horaire, il s'agit d'un cycle moteur. Et si un cycle tourne dans le sens trigonométrique, il s'agit d'un cycle récepteur. Comme remarque, le travail n'est pas nul sur un cycle. On dit que le travail n'est pas une fonction d'état. Ce n'est pas comme dans le cas de l'énergie interne. Pendant un cycle, la variation de l'énergie interne, d'état U est égale à UA moins UA est égal à 0. Donc on dit que l'énergie interne, c'est une fonction d'état. Elle dépend seulement de l'état initial et l'état final. Et elle ne dépend pas du chemin suivi. Une deuxième remarque, il faut distinguer
entre les deux diagrammes. Le diagramme de Watt, c'est la pression en fonction du volume. Et le diagramme de Clapeyron qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est la pression en fonction de volume massique. Une troisième remarque. Pour une transformation monobar, on a la pression extérieure est égale et constante. Donc dans ce cas, on peut sortir la pression de l'intégrale. Donc on écrit le travail est égal à C moins PE, l'intégrale de dV qui est égale PE fois VA moins VB. Une troisième remarque, c'est pour une transformation isochore, on a le volume est constant pendant la transformation, donc le travail reçu par le système est nul. Une autre forme de travail, c'est le travail outil. Le travail outil, c'est le travail échangé entre le système et le milieu extérieur, autre que celui des forces de pression. Dans le cas général, le travail total reçu par le système est égal à le travail outil plus le travail des forces de pression. Donc, le premier principe de le cas général s'écrit delta U est égal à le travail outil plus le travail des forces de pression plus le transfert thermique. Dans le cas d'une transformation isochore, on a V est égal constant, donc le travail des forces de pression est nul. Dans ce cas, le premier principe s'écrit delta U est égal à le travail outil plus le transfert thermique. Comme exemple, le travail électrique. On considère un système S soumis à une tension UT est parcouru par une intensité électrique, une intensité IT, entre deux instants T1 et T2. Le travail électrique reçu par le système entre les deux instants T1 et T2, est égal à l'intégrale de T1 à T2, UT fois IT. Troisième partie, le transfert thermique. On considère dans notre étude que le travail outil est nul, donc on considère seulement les travails des forces de pression. On a vu précédemment que la variation de l'énergie interne entre deux états A et B s'écrit delta U est égal à le travail plus le transfert thermique. Donc, le transfert thermique s'écrit sous la forme pour une transformation finie. Q est égal à delta U moins le travail. Pour une transformation élémentaire, le transfert thermique s'écrit sous la forme dU moins le travail élémentaire. Pour une transformation isochore, on a le volume est constant. Dans ce cas, le travail des forces de pression est égal à 0. Dans ce cas, le transfert thermique s'écrit sous la forme QV est égal à la variation de l'énergie interne, delta U. Pour une transformation monobar, on a PE, la pression extérieure, est constant, et le transfert thermique s'écrit sous forme de QP. Dans ce cas, le premier principe pour une transformation de A à B s'écrit sous la forme delta U est égal à le travail plus QP. Puisqu'on a le travail et celui des forces de pression qui s'écrit sous la forme delta V est égal à moins l'intégrale PE dV. Puisqu'on a PE est égal à constante, donc le travail est égal à moins PE VB
moins VA. Donc, le transfert thermique dans le cas d'une transformation monobar est égal à QP est égal à delta U plus PB fois VB moins PA fois VA. Car on a PE est égal à PA est égal à PB. Donc on a delta U est égal à EB moins EA. Donc le transfert thermique QP est égal à EA moins UB moins UA plus PB VB moins PA VA, qui est écrit sous la forme QP est égal à EB plus PB VB moins UA plus PA VA. On définit ainsi une fonction d'état qui s'appelle l'enthalpie, notée H. Donc QP est égal à HB moins HA. Donc QP est égal à delta H. Avec la fonction H est égal à U plus PV. Donc la fonction enthalpie, qui est une fonction d'état, H est égal à U plus PV, on peut remarquer que le produit PV est une énergie. Comme l'énergie interne, la variation de l'enthalpie H ne dépend pas du chemin suivi. H dépend seulement de l'état initial et l'état final. Donc c'est une fonction d'état. Donc dans le cas d'une transformation monobar, on a le transfert thermique qui est égal à delta H est égal à HB moins HA. Cette dernière relation est valable aussi pour une transformation isobar, car la transformation isobar c'est un cas particulier de transformation monobar. Je rappelle qu'une transformation isobar lorsque la pression du système reste constante pendant la transformation. Comme remarque, si le travail outil n'est pas nul, dans ce cas, delta H est égal à QP plus le travail outil. Et quatrièmement, transformation adiabatique. Une transformation est dite adiabatique si il n'y a pas de transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. Dans ce cas, le transfert thermique Q est égal à 0. Pour qu'une transformation soit adiabatique, il faut que les parois des récipients soient à Tillman pour éviter tout échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Quatrième partie, capacité thermique. Je commence d'abord par la capacité thermique à volume constant, notée CV. Les variables adaptées à l'énergie interne U sont la température et le volume. Donc l'énergie interne dépend de la température et le volume. Pour un fluide homogène quelconque, la différentielle totale de l'énergie interne s'écrit sous la forme dU est égale à la dérivée partielle de U par rapport à T, à V constant fois dt, plus la dérivée partielle de U par rapport à V, à T constant fois dV. La capacité thermique à volume constant d'un fluide est définie par CV est égal à la dérivée partielle de U par rapport à T, à V est égal à constant. L'unité de CV, c'est joules, Kelvin, moins 1. On peut aussi définir la capacité thermique molaire à volume constant, c'est CVM qui est égal à CV sur N, avec N c'est le nombre de moles.
L'unité de la capacité thermique molaire à volume constant, c'est Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. On peut aussi définir la capacité thermique massique à volume constant. C est égal à CV sur M, avec M, c'est la masse du système. L'unité de la capacité thermique massique, c'est Joule, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Pour une transformation isochore, on a dV est égal à constant. Donc, à partir de la différentielle totale, lorsque dV est égal à constante, dans ce cas, du est égal à CV fois delta T. Donc, QV, donc le transfert thermique à volume constant, QV est égal à delta U est égal à l'intégrale de CV fois delta T. Pour un gaz parfait, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Dans ce cas, la variation élémentaire de l'énergie interne est égale à CV fois dt. Donc, delta U est égal à l'intégrale de CV fois dt. Cette relation représente la première loi de Joule, qui veut dire que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Deuxièmement, capacité thermique à pression constante. Notez Cp. Les variables adaptées à l'enthalpie H sont la température et la pression. Donc, l'enthalpie dépend de la température et la pression. Dans ce cas, pour un gaz homogène quelconque, la différentielle totale de l'enthalpie dH est égale à la dérivée partielle de H par rapport à T à pression constante fois dt, plus la dérivée partielle de H par rapport à la pression à température constante dP. Donc, on définit la capacité thermique à pression constante pour un fluide homogène quelconque, c'est Cp qui est égal à la dérivée partielle de H par rapport à T à pression constante. L'unité de Cp, c'est, comme le cas de Cv, c'est Joule Kelvin moins 1. On peut aussi définir la capacité thermique molaire à pression constante qui est égale à Cp sur N, avec N c'est le nombre de moles, dont l'unité c'est Joule Kelvin moins 1, mol moins 1. Et la capacité thermique massique à pression constante c'est Cp sur M, avec M c'est la masse. Donc l'unité de la capacité thermique massique c'est Joule Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Pour une transformation monobar, on a dP est égal à 0, car la pression du système reste constante. Dans ce cas, le transfert thermique, d'après la différentielle totale, le transfert thermique s'écrit sous la forme Qp est égal à l'intégrale de Cp dt, qui est égal à delta H. Pour un gaz parfait, l'enthalpie H ne dépend que de la température et ne dépend pas de la pression. Dans ce cas, dH est égal à Cp fois dt. Donc, la variation delta H est égale à l'intégrale de Cp dt. Cette dernière relation représente ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule, qui veut dire que pour un gaz parfait, l'enthalpie H ne dépend que de la température. Une dernière remarque, c'est que la capacité thermique à volume constant Cv et la capacité thermique à pression constante Cp dépendent seulement de la température. Trois
relation de Maillard. On a vu précédemment que l'enthalpie H est égale C U plus PV. Donc, dH est égal à du plus dV. On a pour un gaz parfait, on a dH est égal à Cp dt et du est égal à Cv dt. Et on a l'équation d'état pour un gaz parfait, c'est PV est égal à nRT. Donc, en remplaçant PV par nRT et delta H et delta U par leur expression, on obtient que Cp dt est égal à Cv dt plus Nr dt. Donc on obtient ainsi la relation de Maillard qui est sous la forme Cp moins Cv est égal à Nr. D'après cette relation, on a le produit Nr est positif, donc Cp moins Cv est positif. Donc on peut remarquer que la capacité thermique à pression constante est supérieure à la capacité thermique à volume constant. On peut aussi exprimer la relation de Maillard par les capacités thermiques molaires. Donc on écrit que Cpm moins Cvm est égal à R. En introduisant le coefficient gamma qui est égal à le rapport des capacités thermiques qui est égal à Cp sur Cv qui est égal aussi à le rapport des capacités thermiques molaires Cpm sur Cvm. Puisqu'on a Cp est supérieur à Cv, donc on aura le coefficient gamma est supérieur à 1. Donc en utilisant la première relation de Maillard, on déduit que la capacité thermique molaire à pression constante, Cp, est égal à N gamma R sur gamma moins 1. La même chose, on déduit que la capacité thermique à volume constant Cv est égale à Nr sur gamma moins 1. De même, la capacité thermique molaire à pression constante est égale à gamma R sur gamma moins 1. Et enfin, la capacité thermique molaire à volume constant est égale à R sur gamma moins 1. Avec R, c'est la constante des gaz parfaits. Cinquième partie, transformation adiabatique mécaniquement réversible. Pour un système homogène, fermé, soumis seulement aux forces de pression, on a la variation élémentaire de l'énergie interne, dU est égal à la chaleur, le transfert thermique échangé avec le milieu extérieur, plus le travail échangé avec le milieu extérieur, qui est égal, puisque le travail est égal à moins P extérieur fois dV, donc dU est égal à le transfert thermique échangé moins P extérieur fois dV. Puisqu'on a H est égal à U plus PV, donc dH est égal à dU plus PV est égal à du plus PdV plus VdP est égal à la chaleur échangée moins P extérieur fois dV plus PdV plus V fois dP. Donc, finalement, dH est égal à Q échangé plus P moins P extérieur dV plus V fois dP. Pour une transformation adiabatique,
il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, dans ce cas, le transfert thermique est égal à 0. Donc, la variation élémentaire de l'énergie interne dU est égale à C moins P extérieur fois dV. Et la variation élémentaire de l'enthalpie, c'est dH est égal à P moins P extérieur dV plus V fois dP. Pour une transformation adiabatique mécaniquement réversible, on n'a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, donc le transfert thermique est égal à 0. Et aussi, à chaque instant, la pression du système est égale à la pression du milieu extérieur, donc P est égal à P extérieur. Donc d'après l'équation précédente, on déduit que la variation élémentaire de l'énergie interne dU est égale à moins P dV et dH est égal à V fois dP. Dans le cas d'un gaz parfait, on a dU est égal à moins P fois dV est égal à CV fois dt et dH est égal à V fois dP est égal à CP fois dt. Donc on déduit que le coefficient gamma qui est égal au rapport de capacité calorifique Cp sur Cv qui est égal à moins V sur P fois dP sur dV. Donc on déduit finalement que dP sur P plus gamma dV sur V est égal à 0. Si on suppose que le coefficient gamma est constant et ne dépend pas de la température, l'équation précédente peut s'écrire sous la forme d log péril P plus gamma log péril V est égal à 0. On déduit finalement que le produit PV à la puissance gamma est égal constant. Cette relation représente la première loi de Laplace. Elle est valable pour une transformation adiabatique mécaniquement réversible d'un gaz parfait. Pour un gaz parfait, l'équation d'état s'écrit sous la forme PV est égal à nRT. Donc à partir de cette relation, la loi de Laplace précédente peut s'écrire, on peut déduire les deux relations suivantes. TV gamma moins 1 est égal à constant et T gamma fois P 1 moins gamma est égal à constant. Ces trois équations représentent les lois de Laplace. La première équation, elle est entre la pression et le volume. Et la deuxième équation, c'est entre la température et le volume. La troisième équation, entre la température et la pression. Et les trois constantes sont différentes. Sixième partie, enthalpie d'une phase condensée. Lorsqu'on dit une phase condensée, ça peut être soit un liquide, soit solide. Une phase condensée, elle est incompressible et indilatable. Donc son volume reste constant. Donc la variation de la pression n'a pas d'effet sur une phase condensée. Donc son enthalpie dépend seulement de la température. Donc on peut écrire que delta H est égal à Cp dt plus la dérivée partielle de H par rapport à la pression fois dP avec la dérivée partielle de H par rapport à la pression est égale à 0 car la pression n'a pas d'effet sur cette phase. Donc on déduit finalement que dH est égal à Cp fois dt avec H et Cp
dépend seulement de la température. Et puisqu'on a H est égal à U plus PV, donc dH est égal à DU plus PV, qui est égal à DU plus DPV. On a pour une phase condensée DPV est négligeable devant DU. Donc on déduit finalement que DH est égal presque DU. Avec H et U dépend seulement de la température. Et puisqu'on a DH est égal à CP dt et DU est égal à CV dt, donc on déduit que CPT, CP est égal à presque CV est égal à C, avec C, c'est la capacité thermique de la phase condensée. Donc on n'a pas besoin de parler de ce cas de la capacité thermique à pression constante, ni de la capacité thermique à volume constant. Donc, comme conclusion, pour une transformation élémentaire d'une phase condensée, on a dH est égal presque dU est égal C fois dt, avec l'enthalpie et l'énergie interne et la capacité thermique de la phase condensée dépend seulement de la température. Septième partie, détente dans les gaz. Premièrement, détente de Jules Gay-Lussac. Lorsqu'on dit une détente, ça veut dire une transformation au cours de laquelle la pression a diminué. On considère le système suivant, composé du gaz et les deux enceintes. L'état initial, dans l'état initial, le robinet est fermé, le gaz est contenu dans l'enceinte numéro 1 et l'enceinte numéro 2, elle est vide. Les parois des deux enceintes sont indéformables et adiabatiques. À l'instant initial, le gaz est repéré par et défini par les variables d'état P1, T1 et V1. À l'instant T est égal à 0, on ouvre le robinet et le gaz passe à l'enceinte numéro 2. On a donc l'état final lorsque l'équilibre s'établit entre les deux enceintes. Cet équilibre est représenté par les variables d'état P2, T2 et V2. Pendant cette transformation de l'état initial à l'état final, on a les parois sont adiabatiques, donc le transfert thermique reçu par le système, donc le système ne reçoit pas de transfert thermique. Donc on a Q est égal à 0. On a aussi les parois sont indéformables, donc le travail reçu par le système de la part de l'extérieur est nul, car les forces de pression n'ont pas d'effet sur le volume du système, car on a les parois sont indéformables. Donc en écrivant le premier principe, delta U est égal au travail plus le transfert thermique est égal à 0. Donc on déduit finalement que lors d'une transformation du Jules Gay-Lussac, l'énergie interne reste inconstante. Ça veut dire que l'énergie interne de l'état final est égale à l'énergie interne de l'état initial. Donc U final est égal à U initial. Dans le cas d'un gaz parfait, au cours d'une transformation du Jules Gay-Lussac, on a delta U est égal à CV, dt est égal à 0. Ça veut dire que dt est égal à 0. Ça veut dire que la température du système à l'état initial est égale à la température du système à l'état final. Ça veut dire que
pour un gaz parfait, la détente de Jules Gay-Lussac se fait à température constante. On peut ajouter comme remarque que le gaz ne peut pas revenir de l'état final à l'état initial, c'est l'inverse de la transformation précédente. Donc, la détente de Jules Gay-Lussac, on dit que la détente de Jules Gay-Lussac est une détente, est une transformation irréversible. Donc, ça veut dire qu'il se fait seulement dans une seule sens. Deuxièmement, détente de Joule Thomson. On considère un fluide en écoulement dans un tube séparé en deux par un milieu poreux, comme un coton par exemple, ou un verre frété. On considère que les parois sont adiabatiques et indéformables, et le travail est celui des forces de pression. Puisque les parois sont adiabatiques, donc il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur, donc le transfert thermique est égal à 0. Dans ce tube, le fluide de la partie gauche subit une pression uniforme qui est égale à P1, et dans la partie droite, le fluide subit la pression uniforme qui est égale à P2. Pour qu'il y ait écoulement de gauche à droite, il faut que P1 soit supérieur à P2. On suppose aussi que l'écoulement est stationnaire, ça veut dire que toutes les variables macroscopiques sont indépendantes du temps. Et on suppose finalement que l'écoulement est lent. Donc on peut négliger l'énergie cinétique macroscopique du système. Donc UC macroscopique du système est égal à 0. Puisqu'il y a écoulement, on a le système ouvert. Pour pouvoir appliquer le premier principe de la thermodynamique, on va choisir un système fermé qui est le système S, qui est confondu avec la tranche ABCD à l'instant T. Cette tranche ABCD, après un écoulement de delta T, se trouvera en tranche A', B', C', D'. Donc, la variation de l'énergie interne entre les deux instants T et T plus delta T est égale C, delta I est égal, c'est l'énergie interne du système de la tranche A', B', C', D', c'est l'énergie interne de S à l'instant T plus delta T, moins l'énergie interne de T de S à l'instant T, qui est égale à l'énergie interne de la tranche 2 plus l'énergie interne de la tranche sigma, moins l'énergie interne de la tranche 1 plus l'énergie interne de la tranche sigma, qui est égale l'énergie interne de la tranche 2 moins l'énergie interne de la tranche 1. Avec la tranche 1, c'est la tranche AB, B', A' de volume V1, et la tranche 2, c'est la tranche DC, C', D' de volume V2. Et la tranche sigma, c'est la tranche A', B', C, D. La tranche sigma, c'est la tranche commune entre les deux tranches ABCD et A', B', C', D'. Le premier principe s'écrit entre les deux instants T et T plus dt, c'est delta U est égal, c'est le travail, plus le transfert thermique.
Puisqu'on a l'équation adiabatique, donc le transfert thermique est nul. Donc, delta U est égal, c'est le travail. Puisqu'on a seulement les forces de pression, donc delta U est égal, c'est le travail des forces de pression. Comment calculer le travail des forces de pression? On a le fluide à gauche subit la force F1 est égale à P1 fois S, avec CS, c'est la section de fluide. Donc, entre les deux instants T et T plus dt, donc le fluide qui se trouve à gauche reçoit le travail W1 est égal à P1 fois V1. Et la force qui s'exerce sur le fluide à droite est égale à F2 est égal à P2 fois S. Avec S, c'est la section de fluide. Donc le travail reçu par le fluide à droite, W2 est égal à moins P2 fois V2. Avec V2, c'est le volume balayé par S entre T et T plus dt. Donc le travail total reçu par S entre les deux instants T et T plus dt et W est égal à W1 plus W2 est égal à P1 V1 moins P2 V2. Donc finalement, la variation de l'énergie interne entre les deux instants T et T plus dt est delta U est égal à U2 moins U1 est égal à P1 V1 moins P2 V2. Donc, on obtient que E2 plus P2 V2 moins U1 plus P1 V1 est égal à 0. Et puisqu'on a H, l'enthalpie H est égale à E plus PV, donc on déduit que H2 moins H1 est égal à 0. Avec H1, c'est l'enthalpie du système à l'instant T, et H2, c'est l'enthalpie du système à l'instant T plus dt. Donc on déduit que la variation de l'enthalpie entre les deux instants T et T plus dt, delta H est égal à 0. Donc, comme conclusion, la détente de Joule-Thomson se fait à enthalpie constante. Donc on dit que c'est une détente isenthalpique. Ça veut dire la transformation est isenthalpique. La même remarque comme de la détente, la première détente, on a le fluide ne peut pas revenir seul en arrière car on a toujours P1 est supérieur à P2, donc la transformation est donc irréversible. Dans le cas d'un gaz parfait, on a delta H est égal à Cp dt qui est égal à 0 dans le cas de détente de Joule-Thomson. Donc, on a donc dt est égal à 0. Donc, la température initiale est égale à la température finale. Donc, pour un gaz parfait qui subit une détente de Joule-Thomson isenthalpique, la transformation se fait à température constante. Ceci présente aussi la deuxième loi de Joule qui dit que l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et puisque delta H est égal à 0, donc delta T est égal à 0.